Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. L'idée d'un soignant toujours d'attaque, jamais malade, tolérant des horaires extensibles sans jamais défaillir, est aujourd'hui mise à mal. Selon l'étude Burnout des médecins français menée en 2020 par la revue Medscape, plus de la moitié de nos confrères présenteraient des symptômes d'épuisement professionnel, dont les médecins généralistes représentent la malheureuse majorité. Les médecins, comme plus largement les professionnels du soin, sont de plus en plus nombreux à exprimer leur souffrance, face à un système qui ne leur permet plus de se consacrer sereinement à leurs patients. Pour parler du burn-out médical, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Antoine Fournier. Il est psychologue et spécialiste de la santé au travail. Bonjour Antoine. Bonjour Mathieu. Alors Antoine, pourriez-vous définir précisément ce qu'est le burn-out et quels sont les signes et symptômes clés qui permettent aux médecins de reconnaître qu'ils en souffrent? Le burn-out, en fait, c'est un état d'épuisement émotionnel, mental et surtout physique qui va résulter d'un stress chronique, qui est lié à une exposition prolongée en fait à un environnement toxique. Mais c'est important en fait que parfois on remette le mot en français, voilà, parce que du coup, nous, on a la différence entre fatigue et épuisement. Et du coup, c'est deux notions assez différentes. On le voit beaucoup parce que c'est passé dans le langage populaire. Fatigue professionnelle, c'est normal d'être fatigué à la fin d'une journée compliquée de travail. Par contre, être épuisé, c'est-à-dire une fatigue en fait qui va être chronique et d'être revenu dessus, ça on va dire c'est anormal, même si j'aime pas le terme, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est la question de comment le reconnaître, c'est assez difficile pour être honnête. C'est-à-dire soi-même, c'est brûler cette énergie en fait qui n'est pas là. C'est donc, comme on l'a dit, l'épuisement, c'est revenir sur, c'est un facteur de fréquence, mais surtout d'intensité en termes de fatigue, mais c'est venir taper en fait dans ses ressources individuelles, pour compenser l'absence d'énergie. On dépense trop d'énergie à essayer de compenser ce manque fameux d'énergie et c'est ce qui est créé l'épuisement et cette boucle de rétroaction, on va dire négative. On va vouloir fournir plus d'efforts pour essayer de se sortir de cette situation, alors qu'en fait, on devrait déjà être dans une logique de restauration, de soin de soi, de soin de son énergie, de récupérer ou de protection de sa santé mentale. Alors que, on est tête dans le guidon et on continue, on accélère en fait. Classique en fait, c'est qu'on va avoir l'apparition de la dépersonnalisation et donc en fait du cynisme. Cette, dépersonnalisation en fait, c'est un mécanisme un peu de protection qui s'active. C'est-à-dire que vu qu'on est épuisé, on commence en fait à mettre de la distance par rapport à notre lieu de travail, c'est-à-dire en fait au lieu qui va nous procurer, de la souffrance en fait dans un certain sens et hem et on va commencer, du coup à se mettre à distance. Donc pour se mettre à distance, on a le cynisme, c'est-à-dire qu'on va commencer à être un petit peu négativiste ou négationniste, je sais plus si c'est le terme exact, mais par rapport à son lieu de travail. Simplement parce qu'on est obligé de se désinvestir, de se dépersonnaliser en fait, pour éviter, de prendre trop à cœur la réalisation, de cette phase en fait d'épuisement pour nous. Ok, donc je comprends qu'il y a différents types de burn-out selon chaque individu, qu'il n'y a pas de signes ou symptômes Ouais. clés, que les symptômes sont propres à chacun. Il y a une notion de réserve d'énergie qui se tarirait, et il y a quand même une notion de dépersonnalisation, pardon, qui est commune Mmh. aux personnes qui subissent un burn-out. C'est ça. Est-ce que on sait pourquoi on fait un burn-out? C'est réellement en fait une exposition prolongée à un état de stress chronique. Donc ce qu'on appelle stress chronique, déjà le stress, c'est quand on fait face à un déséquilibre, entre ses demandes professionnelles dans le cadre du travail et les ressources personnelles qu'on a pour y faire face. C'est, réellement juste l'exposition au stress. Et est-ce qu'on n'est pas tous stressés au boulot? C'est pas normal en fait d'être surstressé par rapport à une situation. Et on en a besoin d'un certain niveau pour bien performer, mais en fait, ce qui est illogique, c'est que si je mets trop de stress, en fait, vous allez moins performer et si j'en mets pas du tout, c'est pareil, vous allez moins performer. Il faut juste ce niveau optimal pour atteindre la performance optimale au final. Est-ce qu'il existe des caractéristiques ou des traits de personnalité qui rendent certains médecins plus susceptibles de développer un burn-out? C'est là où moi j'interrogerais quand même, la représentation même du médecin
qu'est-ce qu'un médecin représente, bah, par exemple, collectivement parlant? Qu'est-ce que pour les patients, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un super-héros qu'il est censé tout savoir? Un médecin n'est jamais malade, par exemple, cette phrase qui ressort assez souvent et je dirais pas, en fait, qu'il y a réellement de caractéristiques faibles, on en a cité quelques-unes tout à l'heure. Perfectionnisme, le fait de ne pas laisser de déléguer de tâches, un peu le syndrome du sauveur ou du super-héros, si on a effectivement de l'anxiété chronique ou autre chose. Ça, c'est des facteurs qui viennent renforcer le fait que le trouble peut s'installer, mais encore une fois, ça va pas déterminer son apparition. Heu, c'est c'est vraiment, en fait, complexe le burn-out. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait Mmh. toujours pas spécialement partie du DSM, parce qu'on sait toujours pas exactement comment il fonctionne, mais c'est la notion première, c'est qu'il est réellement multifactoriel. OK, je vois que c'est une entité complexe. Quel impact le burn-out peut avoir sur la pratique médicale et la vie personnelle des médecins? Si je suis assistante administrative et que je fais un burn-out, bah, forcément, ça va peut-être avoir un peu moins d'impact que si je suis médecin et que je suis sur un peu, la pente glissante, sur évaluation, bah, par exemple des situations. C'est-à-dire qu'on va potentiellement être plus prône, en fait, aux erreurs médicales, Mmh. erreurs de jugement et dans le burn-out, on a beaucoup la notion de fatigue décisionnelle, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus souvent, en fait, en mode automatique. Mmh. Donc avoir une tendance, bah, effectivement à diagnostiquer plus rapidement les personnes, de faire moins attention à certains détails. Mais c'est simplement parce que, bah, quand on a le cerveau qui est occupé et c'est là où je veux pas déresponsabiliser les gens, bien sûr, mais quand on est énormément occupé par, des choses qui nous traînent ou cet élément de stress qu'on n'arrive pas effectivement à résoudre, on ne peut pas prendre des décisions éclairées sur tout. Et bah, par exemple, c'est comme si demain je vous demande de faire une journée de consultation de 10 heures, je suis sûr que vous apporterez pas la même qualité en fait à une consultation qui se passe dès le matin, dès les premières heures, qu'une consultation en fin de journée. On peut ne pas prendre des décisions totalement éclairées à ce moment-là. Quelque chose de très en fait, facile à repérer chez les gens qui sont en début d'épuisement professionnel, c'est-à-dire quand on arrive vraiment vers la limite et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est l'isolement, c'est-à-dire l'isolement social. Ce qui est contre-intuitif parce qu'en fait c'est la première chose qui disparaît, mais c'est aussi la première ressource qui permet de guérir la personne, au final. Est-ce que on peut mettre en place des stratégies pour éviter de faire un burn-out? La première chose réellement à faire, c'est de la prévention. Dans le sens que, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on va réellement regarder le burn-out, on va surtout faire attention aux signaux faibles. Alors ce mot, on le voit souvent apparaître dans plusieurs, études, mais simplement qu'est-ce que c'est? Fatigue chronique, irritabilité, cynisme, diminution de la satisfaction personnelle et professionnelle, problème de sommeil, c'est là où on arrive un peu sur cette multidimensionnalité du trouble. Problème de sommeil, problème de concentration, très important, c'est-à-dire réellement des problèmes de mémoire, donc réellement au niveau du cognitif. Symptômes physiques, maux de tête, douleurs musculaires, troubles digestifs, en fait, principalement, bah, liés au stress, mais ça je cache rien et isolement social et en fait, quand on a tout ça, c'est réellement ces signaux faibles où il faut être assez attentif. Quand on c'est pas anodin, en fait, enfin, ça peut être anodin de ressentir ça, de manière parcellaire, mais quand on est réellement, bah, exposé de manière fréquente et durable à ce genre de troubles, c'est là où ça doit nous poser question et effectivement, en termes de technique, c'est là où on revient, bah, sur des fondamentaux que vous pouvez trouver, bah, dans n'importe quel article ou autre chose, mais ça va être des règles, bah, de déconnexion entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qui peut être assez difficile à faire. Mais il y a des techniques, c'est pas en fait absolu, mais aujourd'hui quand on commence en fait à avoir une mauvaise hygiène de mentale ou de mauvaise hygiène de travail, le but, bah, c'est dans un premier temps, bah, souvent, bah, de rétablir cette hygiène. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est, une bonne journée de travail? Comment est-ce qu'on aborde cette journée de travail? Est-ce que c'est commencer à 8 heures et finir à 17 heures et après on coupe totalement? Donc c'est parfois dans un premier temps, bah, un retrait un petit peu ou un désinvestissement du travail pour ensuite, bah, revenir pour avoir une meilleure relation à son travail et ça en fait, c'est beaucoup la prévention. Parce qu'au final l'acte de soin, il est très complexe et il est très difficile pour les gens, surtout avec des métiers, bah, à forte qualification comme les médecins. Ça, réellement, c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. On se C'est-à-dire que quand on a les premiers signes qui nous font reconnaître qu'on est sur, la pente, glissante, glissante, si je peux m'exprimer ainsi, oui, il faut réfléchir aux façons de, se réorganiser soi-même et de réorganiser son travail tout pour à fait. éviter de tomber dans le burn-out.
Exactement. Et OK. surtout, bah, c'est bien identifier, en fait, d'où est-ce que ça vient. Je dirais que le plus important, c'est de définir, est-ce que ce stress, bah, il est plus ressenti, par exemple, dans ma vie courante? Est-ce que c'est moi, je peux y faire quelque chose? Est-ce que c'est au travail? Pareil, est-ce que je peux y faire quelque chose? Quelles sont mes tentatives, mes solutions? C'est là où, en fait, on rentre, bah, dans cet esprit un petit peu logique de résolution de problèmes, plutôt qu'effectivement, bah, subir ou souffrir, en fait, de cette situation pendant trop longtemps. Et comme on l'a dit, en fait, ce qui est dangereux, le burn-out, c'est réellement l'exposition prolongée et durable à ce facteur de stress. Donc plus, en fait, on le résout rapidement et vite, ou qu'on change, par exemple, notre perception de le voir ou de le ressentir, et plus on a de chances, bah, de l'éviter, en fait, tout simplement. OK. Antoine, je vais vous poser ma dernière question. Parmi tous nos confrères qui ont subi un burn-out, quelles sont les clés d'une réintégration réussie dans leur pratique professionnelle? Parce que nombre d'entre eux s'arrêtent de travailler, sont en arrêt de travail, forcés par leur psychologue, leur psychiatre ou voire même leur entourage. On connaît nombre de cas de personnes qui ne peuvent pas travailler. Parfois, ça dure même très longtemps, je crois. Vient un moment où il faut retourner au travail, il faut retourner à ses patients. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner à nos confrères pour une réintégration réussie de leur, poste? Mmh. Moi déjà un conseil personnel, c'est alors j'aime pas trop l'utiliser, mais dire l'autocompassion. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, vous êtes humain, comme moi, comme vous Mathieu, et que c'est pas notre fonction qui nous détermine et qui détermine notre qualité à être un humain. Dans le sens que vous êtes exposé comme n'importe qui peut avoir un rhume, à être atteint du Covid, avoir un cancer, faire un burn-out, et c'est pas grave, ça redéfinit pas en fait qui, vous êtes en termes de compétences et de et simplement du bon professionnel que vous êtes, et remettez jamais ça en cause. Alors je ne peux utiliser jamais, mais bon, c'est pas grave. Mais ça redétermine pas votre identité. Et donc, par rapport à ça, je sais que c'est facile à dire, mais surtout parce que ça a des implications derrière. Par exemple, bah, dans le parcours d'après, quand vous revenez au travail, ce qui est difficile, bah, ça peut être le regard des gens, avoir l'impression que ce regard, il est modifié, que aujourd'hui c'est un peu honteux, ou que vous êtes nul ou autre chose, et c'est pas vrai. Justement, vous êtes revenu au travail, c'est déjà énorme. Il y a des gens qui ne sont pas capables de revenir. Dites-le vous, surtout. Et que ça fait partie, en fait, du chemin, se réexposer, en fait, à cette, souffrance. C'est, le parcours de soins. Donc bien sûr, accompagner, c'est toujours mieux, bah, soit d'avoir un thérapeute ou d'avoir, un groupe de soutien. Des groupes de pairs, ça fait énormément de bien. Mmh. Et puis surtout, ne revenez pas brut de décoffrage, enfin à sec, on va dire, au travail. Préparez ce retour, organisez ce retour au travail, parce que la pire des erreurs à faire, en fait, c'est de dire comme si c'était jamais rien passé. Un burn-out, c'est un indicateur organisationnel, individuel, mais aussi collectif. C'est pas ni votre faute. C'est sûr que si la situation, par exemple, si vous en avez pas parlé et que la situation de travail n'a pas changé, si vous revenez, vous avez de fortes chances effectivement de repartir dans les mêmes symptômes. Donc vaut mieux au contraire pas être vulnérable, mais s'ouvrir et en discuter, bah, avec son employeur ou autre chose, simplement, bah, pour, faire que ça change pour vous et ça change pour les autres aussi. Je me permettrai de rappeler 2 choses à nos confrères. La première, c'est d'être vigilant au niveau de sa prévoyance santé, parce que bon nombre de nos confrères qui ont subi un burn-out ne s'étaient pas assurés pour ça. Donc je vous conseillerais de vous assurer que votre prévoyance santé vous couvre bien, en cas de burn-out. Et enfin, je voulais vous rappeler le numéro que l'Ordre des médecins a destiné à l'écoute et l'assistance des médecins et de tous les professionnels de santé. C'est le 0800 288 038. C'est un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez avoir, en ligne un confrère médecin, un psychologue pour vous épauler dans ce moment difficile. Je vous remercie beaucoup Antoine et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Mathieu. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!